Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Caroline. Elle a 41 ans et vient nous parler de la neuropathie des petites fibres. Cette maladie s'est déclenchée tel un coup de tonnerre dans la vie de Caroline, un après-midi, alors que rien ne le présageait. Sa vie va littéralement basculer à partir de ce jour-là. Le témoignage de Caroline m'a beaucoup touchée, car elle nous livre avec beaucoup d'humilité tous les moments très difficiles qu'elle a traversés, mais nous montre aussi toute la résilience dont elle a été capable pour ramener de la lumière dans sa vie. Caroline nous raconte le chemin qui l'a menée jusqu'à l'acceptation de sa maladie et de ses conséquences dans sa vie. C'est l'acceptation de sa pathologie et l'entrée du yoga dans son quotidien qui va lui permettre de vivre, comme elle le dit elle-même, en harmonie avec ses symptômes. Je vous laisse découvrir son témoignage rempli de sourires et de résilience. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi à Paris. Avec plaisir, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec toi. On n'habite pas si loin que ça à vol d'oiseau, mais avec les transports en train, c'était vraiment un beaucoup plus long trajet que de se réunir toutes les deux sur Paris. Donc franchement super, c'est vrai que c'était pas trop loin, donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir fait le trajet pour venir jusqu'à toi. Et je te remercie. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc tout à fait, un peu par hasard, je oui, dirais, c'est ça. Voilà. C'est vrai que je sais pas comment toi t'as connu le podcast. Je crois que de mémoire, j'ai cherché, j'ai dû taper douleur chronique ou maladie chronique sur Deezer, là où j'écoute les podcasts. D'accord. Et je suis tombée sur le tien. Ok, donc tu m'as d'abord trouvé sur le podcast et ensuite sur Instagram. C'est ça, okay. Tout à fait. Oui, c'est vrai que je pose jamais la question, mais c'est toujours intéressant. D'abord le podcast et après je suis allée voir ton compte Instagram parce que je pense que j'ai dû voir sur le podcast qu'il y avait ton compte. Enfin voilà, donc voilà, c'est comme ça que je t'ai connue et du coup voilà, j'ai commencé à écouter et voilà, j'étais intéressée par tout ce que tu nous présentes. Bon bah c'est chouette et puis c'est vrai que
c'est toi qui es venu vers moi et qui m'a proposé si j'étais intéressée de venir témoigner. Et ça, je le dis, n'hésitez pas à faire cette démarche-là. Ça m'enlève une grande part de travail de venir vous trouver et de ça. Enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup de temps d'essayer de trouver des personnes qui ont vécu une errance médicale et qui seraient intéressées pour témoigner. Et donc quand les personnes viennent à moi, c'est un bonheur de vous te recevoir et de vous recevoir plus largement. Donc faut pas hésiter. Oui, c'est vrai. En fait, quand j'ai regardé la liste des pathologies qui étaient évoquées dans ton podcast, j'ai vu que la mienne n'était pas présente et je me suis dit pourquoi pas. Donc je crois que c'est comme ça que du coup je t'ai trouvé sur les réseaux, je t'ai envoyé un message pour te dire j'ai cette pathologie là, donc si ça t'intéresse, je veux bien témoigner. Donc voilà. Alors c'est une introduction parfaite. Est-ce que tu peux nous dire de quelle pathologie tu souffrais? Oui, alors c'est la neuropathie des petites fibres nerveuses, qu'on appelle communément la NPF pour aller un petit peu plus rapidement, parce que le nom de la pathologie est assez long. Donc voilà. Du coup, c'est une maladie neurologique qui n'est pas dégénérative. Normalement, parce qu'elle touche donc toutes les petites fibres nerveuses de tout le corps, en fait. Et du coup, comme on a des petits nerfs un peu partout dans le corps, il y a le système nerveux périphérique, mais il y a aussi tous les petits nerfs qui touchent tous les organes, Donc c'est une déficience de toutes les petites fibres nerveuses, en fait. Voilà. Ok. Et on sait pourquoi il y a cette déficience-là, ou pour le moment on ne le sait pas? Non, moi j'ai pas eu d'explication. En fait, cette pathologie-là, elle peut être engendrée par d'autres pathologies ou elle peut être sans explication. Sans explication, voilà, parce que je sais qu'il y a par exemple, le diabète peut engendrer la neuropathie des petites fibres. Il y a d'autres maladies aussi. Mais moi, par exemple, elle est idiopathique, comme ils appellent ça. Okay. J'ai pas d'antécédents, j'ai pas de maladie auto-immune. Je n'ai pas de maladie auto-immune. Je n'ai personne dans ma famille, à ma connaissance, qui a cette pathologie-là. A priori, je suis la première. Donc, pas d'explication sur pourquoi, comment c'est arrivé. Je l'ai en moi a priori depuis un moment. Il semblerait que ça se soit déclenché. En tout cas, les symptômes se sont déclenchés, mais j'ai pas d'explication sur pourquoi j'ai cette pathologie-là. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire les principaux symptômes de cette pathologie? Oui, alors principalement, on a donc des fourmillements au niveau des pieds, des mains. On a des décharges électriques. Donc c'est des douleurs en fait aussi qui apparaissent partout dans le corps, comme des coups de poing ou des coups de poignard, vraiment des douleurs aiguës. Qui viennent et qui repartent. Qui durent quelques secondes. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment aussi une pathologie où toutes les personnes n'ont pas les mêmes symptômes. C'est pour ça que c'est aussi parfois difficile de la diagnostiquer parce qu'il y a énormément de symptômes sur cette pathologie-là. Des sensations moi par exemple, j'ai des sensations comme de l'eau qui coule dans les pieds. C'est comme ça que je l'exprime parce que je sais pas vraiment. Ça fait comme des fourmillements, mais sans la douleur des fourmillements. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer ce qu'on ressent à l'intérieur, mais ce que je ressens tout le temps, c'est comme si j'avais alors je dis de l'eau parce que c'est plus joli que autre chose, mais un fluide en tout cas. Un fluide, quelque chose qui coule. En fait, je sens tout ce qui se passe dans les pieds, dans les mains. Les fourmillements, ils peuvent être partout dans le corps. Ça peut être la tête, ça peut être partout. J'ai aussi moi des sensations de brûlure, comme si mon corps était en train de brûler. Ça c'est dans les phases un peu aiguës, il y a des crises en fait de douleur. Oui, des poussées un petit peu. Des poussées, voilà, c'est ça en fait. Ça dure longtemps par exemple quand tu as ces sensations de brûlure? Oui, parce que la dernière crise que j'ai faite qui remonte à un petit moment déjà, ça a duré 1 mois et demi. Donc j'avais les flancs au niveau du torse, les flancs sur les côtés c'est comme si j'avais cette sensation de brûlure en permanence, tout le temps. Jour et nuit. Jour et nuit. Ouais, tout à fait. C'est les symptômes. Ça reste ça peut se déplacer, mais c'est pas tout ton corps d'un coup qui se met à brûler en général. Moi c'est que la partie, mais c'est tout le haut du cou, tout le torse en fait, voilà, okay. Tous les flancs, c'est sur les côtés, un peu le ventre et sinon vraiment sur les côtés au niveau de la cage thoracique. Mais ça bouge pas, c'est figé, ça brûle. C'est pas des douleurs qui vont et qui viennent. Pour moi, en tout cas, cette sensation-là, quand je l'ai, elle est constante. Elle part pas, elle revient pas, elle est constante. Par contre, j'ai effectivement les décharges électriques. Alors, j'en ai plus maintenant.
C'est pour ça que j'expliquerai aussi un peu après l'évolution de mes symptômes. Mais quand la pathologie s'est déclarée, j'avais beaucoup de décharges électriques dans tout le corps. Ce que j'ai encore aujourd'hui, c'est alors j'appelle ça un coup de poignard, mais au niveau du tibia, j'ai une douleur qui va et qui vient, comme si on me donnait des coups, comme si voilà, je donne cette image du coup de couteau dans la jambe par exemple, parce que c'est vraiment une douleur qui est très vive, très aiguë, et qui vient, qui part. Et puis ça va durer quelques minutes, comme ça, en venant, en partant, et puis ça repart. Et là, ça disparaît je peux ne pas la ressentir pendant des jours, des semaines. Et puis parfois elle revient de temps en temps juste une fois. Elle se rappelle et c'est toujours au même endroit, c'est le tibia gauche. Est-ce que de venir faire des frottements par exemple sur ta peau, ça vient diminuer la douleur ou pas du tout? Non, pas du tout. Il y a rien que tu peux faire à ce moment-là? Non. Quand la douleur elle est là, quand les sensations de brûlure sont là, il y a rien qui l'apaise. Rien du tout. Moi j'ai cette chance de pas avoir ça, mais il y a des personnes qui ne supportent plus aucun vêtement. Dans cette pathologie-là. Tellement les symptômes sont très forts au niveau de la peau, les gens ne supportent plus. Alors moi, ça m'arrive d'avoir quelques tissus, certains types de tissus qui sont désagréables. Par exemple, parce que dans les symptômes, il y a aussi le fait de transpirer beaucoup. Moi, ça m'arrive de transpirer beaucoup la nuit, et c'est le bas du corps. De toute façon, je sais pas si je peux le dire ici, mais ça se voit sur les draps. Si. Ça se voit tout peut se dire ici. Ça se voit sur le matelas, ou sur la laise. On voit les traces de transpiration des personnes au niveau, par exemple, des oreillers ou des choses comme ça. Moi, c'est le bas du corps. Le bas du corps. C'est coupé en deux, le haut est sec. Voilà, exactement. Donc moi, quand je ne peux pas dormir avec un bas de pyjama, par exemple, parce que ça, déjà, je ne le supporte pas. Je l'enlève sans m'en rendre compte la nuit et je transpire. Même l'hiver. Donc l'été, j'en parle pas. Je transpire beaucoup la journée. Même si je suis assise très longtemps sans bouger, quand il fait très chaud, c'est gênant parce qu'il y a énormément de transpiration qui se met au niveau de l'entrejambe, des jambes, plus que la normale. Même quand habituellement on transpire, et là c'est un peu c'est plus excessif. C'est plus excessif. Donc la sudation très importante, elle fait partie des symptômes. Il y en a d'autres aussi. L'hypotension orthostatique. Oui, quand on passe de la position allongée à la position debout assez rapidement. Voilà, donc ça fait partie des critères au moment où j'ai eu le diagnostic, c'était un des critères de la pathologie et donc je l'ai effectivement. Donc ça donne des vertiges. Voilà. C'est ça, une sensation de tournis, de vertige, de malaise. Voilà, et cette sensation, je l'ai aussi quand je ne bouge pas. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans le mouvement. D'ailleurs, au début, quand la pathologie s'est déclarée, j'ai cru que j'avais un problème d'oreille interne. Je suis aussi allée faire des examens chez l'ORL parce que j'avais cette sensation de vertige permanent. Sans que ça fasse vraiment la tête qui tourne comme pour les problèmes d'oreille interne. Oui, les cristaux qui bougent, par voilà, exemple. c'est ça. Mais cette sensation d'être comme si j'allais tomber dans les pommes. D'avoir cette sensation un peu de malaise, un peu de coton, de pas bien, comme si quelque chose allait se passer, mais qui en fait ne se passe pas et qui reste. Ce symptôme-là j'appelle ça de malaise un peu permanent, je l'ai surtout quand il fait chaud. L'été, ça m'arrive. Alors maintenant, je sais le gérer parce que je sais que je ne vais pas tomber ou que je ne vais pas. Mais c'est difficile de se concentrer au travail quand on a cette sensation de, comme si j'allais tomber dans les pommes, mais de vertige un peu. Donc ça fait partie des symptômes aussi de cette maladie-là. Et puis comme les petits nerfs sont aussi partout au niveau du système végétatif, donc de tous les organes du corps, on a aussi des troubles, troubles cardiaques, digestion, problème de transit, problème au niveau de la vessie, envie d'uriner. Alors ça dépend des personnes, c'est soit jamais, soit tout le temps. Voilà, ça dépend. Il y a les patients. C'est les extrêmes. C'est les extrêmes. En fait, c'est vraiment comme c'est déréglé. Et puis, quand on est stressé, on peut avoir des problèmes de transit, d'avoir envie d'aller aux toilettes. Et quand on a la neuropathie, c'est puissance. Est-ce que ça peut être pareil, c'est-à-dire soit aller vers la constipation, soit aller vers des diarrhées? Oui. Voilà, c'est l'un ou l'autre aussi à ce niveau-là. C'est l'un ou l'autre. Ça, sur la partie digestive, je suis moins sûre de moi sur d'autres personnes, mais en tout cas, moi, c'est pas la constipation, c'est plutôt l'autre partie.
Mais je pense que on peut, c'est dans les deux sens en fait. Donc voilà, au niveau des symptômes principaux de la maladie. Merci. Voilà. Alors je reviens sur ce que tu disais, est-ce que ça se dit ici? Alors non seulement tout se dit, oui, mais je trouve que c'est particulièrement important parce qu'en fait l'idée c'est de venir aussi avec ce podcast dire des choses très hautes, enfin dire tout haut ce que beaucoup de gens vivent tout bas, et qu'ils ne vont pas forcément soit oser en parler à leur médecin, soit même qu'ils ne vont pas y penser en se disant finalement que je transpire du bas du corps la nuit, je suis peut-être comme ça, ou peut-être tout le monde, parce qu'on n'y pense pas forcément et qu'ils vont pas forcément en parler, et pour autant ça pourrait aider à poser le diagnostic. Et donc du coup je trouve que c'est important de venir vraiment parler de toutes les choses, même qui nous paraissent des fois un petit peu insignifiantes ou pas à signaler, parce qu'en fait ça peut faire la différence. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que cette transpiration, quand la maladie s'est déclarée, ça a été terrible la nuit. Je trempais mes draps, mais je me demandais vraiment ce qui se passait en fait, parce que c'était comme on dit parfois pour la ménopause ou la préménopause, ou voilà, et c'est vraiment ça, et c'était toutes les nuits les draps mais trempés. Est-ce que tu t'es posé la question d'une incontinence urinaire? Oui. Nocturne, du coup, sans que tu t'en aperçoives? Oui, je me suis posé la question. Et il n'y avait pas l'odeur, j'imagine? Non, il n'y avait pas l'odeur, mais la neuropathie, elle peut créer, elle, des fuites. Voilà, ça peut aussi, parce que comme tout le système nerveux peut être touché, ça peut créer aussi, il y a des fuites urinaires qui peuvent être liées à des problèmes neurologiques. Donc ça peut être aussi, ça peut faire partie. Moi, je l'ai pas encore, ou j'espère, je ne sais pas, mais en tout cas ça peut faire partie des symptômes qui peuvent déclarer la maladie, qui peuvent donc tous les troubles neurologiques, et puis aussi au niveau cardiaque. Alors c'est pas des troubles cardiaques, mais c'est les sensations qu'on a. Par exemple, j'avais énormément de fourmillements au niveau du haut de la cage thoracique, au niveau du cœur. Et puis j'ai eu aussi beaucoup de palpitations, énormément de palpitations tous les jours, et qui sont liées aussi, à ça. J'ai pas de problème cardiaque, mais en fait c'est tout le système nerveux autour qui envoie de mauvais messages au cerveau. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Ok. Alors est-ce qu'on peut reprendre au début de tes symptômes, quand est-ce qu'ils sont apparus et quels étaient ces symptômes? Oui. Du coup, le jour où les symptômes se sont déclarés, j'étais en train de regarder la finale de Roland-Garros de 2017, au mois de juin. J'étais avec un ami et on regardait la finale et tout allait bien. Et d'un coup, j'ai commencé à sentir des fourmillements dans mes pieds. Mais vraiment, même en bougeant, je sentais moins, mais dès que ça revenait tout le temps, les fourmillements. Et puis j'ai commencé fourmillements et picotements. Et j'ai commencé à les sentir aussi dans les mains. Voilà, donc ça a été une apparition très brutale. C'est arrivé d'un coup. Voilà, je me suis dit tiens, je fourmille. Comme si t'étais restée devant tout le match les jambes croisées. C'est ça. Sauf que du coup, même en bougeant, en me déplaçant, ça revenait pas. Alors c'est vrai que dans la neuropathie, quand on est dans le mouvement, on sent moins les symptômes, mais voilà, dès que j'arrêtais de bouger, ça revenait. Enfin voilà. Et du coup, donc c'était un dimanche. Le lendemain, le lundi, j'ai toujours ces sensations dans les mains et dans les pieds, et je me demande un petit peu ce qui se passe. Je fais un peu ce qu'il faut pas faire comme tout le monde, je regarde sur internet, et je vois que tout ce qui est picotement et fourmillement, ça peut être un manque de magnésium. Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça, et j'arrive à avoir un rendez-vous chez mon médecin le mardi, chez mon médecin traitant, et je lui dis, donc je vais la voir, et je lui dis, voilà, j'ai des fourmillements dans les mains, dans les pieds, c'est bizarre quand même, parce que ça s'en va pas, ça reste. J'avais pas d'autres symptômes à ce moment-là, c'était vraiment que ça. Et elle me parle effectivement de manque de magnésium, sans m'inquiéter plus que ça, et elle me dit, je vous prescris une cure de magnésium, et puis on voit ce que ça donne. Je repars, je sais plus exactement comment se passe ma journée. Je crois que j'avais été la voir en fin de soirée, le mardi, sûrement après le travail. Le mercredi, toujours la même chose, ces fourmillements, ces picotements qui ne s'arrêtent pas. Et puis bien évidemment, plus j'y pense, plus je focalise, plus les sensations deviennent intenses. Je commence à m'inquiéter. Et le jeudi matin, je commence vraiment à me dire mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, ça s'arrête pas, le magnésium j'y crois pas, enfin voilà, c'est pas possible, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et là je commence à paniquer.
et les sensations sont décuplées, les fourmis montent dans toutes les jambes, les 2 jambes, ça monte au fur et à mesure. Ça s'arrête un peu au niveau du bassin, mais voilà, je sens, j'ai des douleurs dans le corps. À ce moment-là, je pense que je fais pas encore trop attention aux douleurs, je suis vraiment focalisée sur les fourmillements et les picotements qui ne s'arrêtent pas. Je suis à mon travail et le jeudi midi, je commence vraiment à me sentir mal, à avoir des sensations bizarres dans tout le corps. Et je suis donc avec une collègue on a une salle de repos à mon travail, donc elle me dit va te reposer, qui essaye de te calmer parce qu'elle sentait que je commençais effectivement à monter en pression au niveau du stress et de l'inquiétude. Et puis là, je pars en crise de panique en fait. Je commence à me dire, il se passe quelque chose dans mon corps, c'est pas normal. Ça fait depuis dimanche, on est jeudi, il y a quelque chose, c'est pas normal. Toi, tu sens tout de suite. Je sens tout de suite que c'est pas quelque chose, j'ai jamais ressenti ça de ma vie, j'ai jamais eu ça de ma vie, jamais de picotement ni de fourmillement qui reste en permanence dans les membres, j'ai jamais eu ça. Je me dis, il y a forcément quelque chose qui n'est pas normal et qui est en train de se déclencher. Du coup, comme je pars un peu en crise de panique, crise d'angoisse, elle appelle le 15. Elle appelle le SAMU. Je suis tellement en train de pleurer, je prends pas l'appel moi-même parce que je suis pas bien. Mais le SAMU dit quand même, il faut que ce soit là, si la personne elle est capable de parler, est-ce qu'elle peut, voilà. Donc je prends le téléphone et j'explique ce qui est en train de se passer en disant voilà j'ai des fourmis et là le médecin régulateur me demande si les fourmis montent dans les jambes. Je dis oui. Et là ils me disent on vous envoie tout de suite quelqu'un, donc c'est les pompiers qui sont venus, on vient vous chercher pour que vous veniez à l'hôpital. Donc là, d'un coup, en fait, c'est très étrange parce que j'ai eu un moment de blanc en me disant, il m'envoie, moi je pensais plutôt limite appeler pour être rassurée de quelque chose et au final, on me dit... On te prend au sérieux. On me prend au sérieux tout de suite et on me dit on vous envoie une équipe et donc là, c'est les pompiers qui sont venus. Donc là, je suis repartie encore plus donc les pompiers sont venus me chercher, j'étais à 18 de tension, je crois que c'est 18. Vraiment dans un état d'angoisse et de stress terrible et avec le corps qui je me disais il y a quelque chose tout ce qui se passait dans le corps était terrifiant quoi, ces sensations de comme si quelque chose courait partout dans le corps avec comme on dit des fourmis, mais c'est exactement ça, comme s'il y avait plein de petites choses à l'intérieur du corps que je ressentais et c'était assez terrifiant. Ils t'ont pas du tout posé de questions sur le domaine psychiatrique? Ils ont pas pensé que ça pouvait être des hallucinations? À ce moment-là, pas du tout. Au moment où j'appelle le 15, parce que après je vais t'expliquer à quoi ils pensaient, et donc pour l'instant, au moment où je pars au CHU, je ne sais absolument pas pourquoi, mais ils m'ont pas posé plus de questions. Okay. À juste part, ils t'envoient. voilà. Donc j'arrive aux urgences. Je suis prise en charge, pas forcément tout de suite. Et puis au final, donc je crois que c'est un médecin un interne qui du coup me fait la consultation. Donc il me pose les questions, je lui explique. J'étais un petit peu redescendue en termes de. Oui, c'est ça. Tu t'étais un petit peu apaisée. Je m'étais calmée, je m'étais un petit peu apaisée, et donc je lui explique ce que je ressens. Et là, il me fait plusieurs examens, au niveau clinique, il regarde un petit peu et il me fait les réflexes. Au niveau des jambes, il me fait les réflexes au niveau des genoux, des pieds, il me fait tous les réflexes, quoi. Et puis au bout d'un moment, je le regarde, je lui dis mais vous pensez à quoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Et il me dit je suspecte un Guillain-Barré. Syndrome de Guillain-Barré. Je sais pas ce que c'est. Je le regarde, je dis d'accord. Limite au début, je me dis il pense que j'ai quelque chose, donc il va me soigner et puis voilà. Mais je vois qu'il a un regard grave, je comprends pas trop et il me dit on va faire d'autres examens, on va vous faire une prise de sang et surtout on vous hospitalise. D'accord. Je lui dis mais vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Il dit bon on va venir vous voir, on va vous expliquer, vous inquiétez pas, mais on vous garde. OK. Entre-temps, forcément, il me laisse seule, je prends mon téléphone et je regarde ce qu'est le syndrome de Guillain-Barré. Et là, c'est plus du tout la même parce que alors je connais pas beaucoup ce symptôme-là, mais forcément je m'y suis un petit peu intéressée puisque donc c'est une maladie où c'est le corps qui détruit lui-même ses propres nerfs. Voilà, j'ai pas forcément les bons termes médicaux, mais en gros, et on peut finir paralysé.
Si c'est pas pris à temps, si c'est pas pris, voilà, il y a des traitements lourds parce que je crois que je ne me trompe pas en disant que c'est une maladie auto-immune, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est une maladie qui fait que là, c'est tous les nerfs du bas du corps, peut-être ailleurs, mais en tout cas, si c'est pas pris en charge, si le traitement n'est pas fait tout de suite, on est paralysé et c'est irréversible. Donc c'est pour ça que je suis prise en charge très rapidement au niveau de l'hôpital. Je suis hospitalisée en neurologie. Et là, je me retrouve dans une chambre, toujours, voilà, en me demandant un peu ce qui se passe parce que je comprends pas tout, ni voilà. Là, j'ai 4 personnes qui arrivent dans la chambre. Je me dis, waouh, ce que j'ai là, si c'est ce que j'ai, c'est pas rien parce que j'ai 4 personnes qui arrivent 4 médecins qui arrivent et qui m'expliquent ce qu'est le Guillain-Barré. Alors j'avoue qu'à ce moment-là, je me souviens plus beaucoup de grand chose, mais voilà, donc ils m'expliquent mais ils sont, on va dire, assez rassurant en me disant vous inquiétez pas, on vous prend en charge. Si c'est confirmé que c'est un Guillain-Barré, donc les traitements est lourd, conséquent, ça prend du temps, etc. Mais en tout cas vous serez prise en charge à temps puisque c'était le tout début, pas de problème. Ok, je passe la nuit à l'hôpital. J'ai toujours quand même les nerfs à vif comme je dis parce que je m'inquiète quand même de savoir ce qu'il en est parce que j'ai pas la confirmation que c'est un Guillain-Barré. La prise de sang, je crois que j'ai les résultats le jour même, pas le lendemain, mais le jour même, la prise de sang, a priori, révèle rien. Pas de maladie auto-immune, pas, voilà. Bon. Et le lendemain matin, ils me font passer un électromyogramme. Donc, c'est l'examen où, en fait, on fait passer du courant électrique dans le corps pour savoir si les nerfs répondent correctement. C'est un examen qui est douloureux? Alors, normalement, non. Sauf que, vu l'état dans lequel j'étais, en fait, comme on envoie de l'électricité dans le corps, forcément la sensation elle est désagréable, mais elle est pas douloureuse. Je le sais parce qu'après j'en ai passé d'autres qui ont fait que j'ai pas eu mal, mais le premier j'étais tellement dans un état de stress et d'inquiétude et j'étais terrorisée. Sincèrement, je savais pas ce qui était en train de m'arriver. Il m'avait quand même donné un calmant la veille pour que j'arrive à dormir parce que j'étais pas bien, parce que j'avais toujours ces sensations dans le corps, ces fourmillements, ces douleurs, etc. Et du coup j'étais vraiment paniquée. Et du coup, je passe l'électromyogramme dès qu'il m'envoie les coups d'électricité dans le corps, je hurle, j'ai mal, je suis très inquiète. Et eux sont pas super sympas au moment où ils me font passer l'examen. C'est pas cool. Et ils me disent mais normalement ça fait pas mal, arrêtez, c'est bon. Et donc ils me font les 4 membres forcément. Ils me font les 2 pieds, les 2 mains. Et ils envoient donc de l'électricité pour voir si mes nerfs réagissent correctement. Donc l'électricité, elle est envoyée dans les gros nerfs, dans les grosses fibres nerveuses. Voilà. Donc là, forcément, mon corps réagit normalement. Mes gros nerfs vont bien. J'ai pas de problème de réflexe, j'ai pas de problème moteur, voilà. Donc pour eux, l'électromyogramme est normal. Ok. Donc très bien. Je sais plus si je vois un médecin dans la journée, je sais plus exactement. Ils reviennent, je pense que c'est dans l'après-midi, c'est ça. Ils viennent me voir en me disant ce n'est pas un Guillain-Barré. Voilà, donc c'était parce que je suis restée 2 jours à l'hôpital, donc c'était le vendredi après-midi, ouais c'est ça. Il me dit c'est pas un Guillain-Barré. Tant mieux. Ok, tant mieux. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et là commencent les questions. Êtes-vous stressé? Êtes-vous quelqu'un d'anxieux? Êtes-vous angoissé? Alors forcément là je réponds en plus là oui je suis pas bien, oui mais est-ce que dans la vie vous êtes plutôt de quelqu'un d'anxieux, de stressé? Oui, je réponds puisque c'est la vérité, je suis effectivement quelqu'un de très anxieux. Ok, avez-vous été malade ces derniers temps? Avez-vous fait une grosse infection, une grippe ou alors peut-être pas la grippe parce qu'on était au mois de juin, mais enfin une grosse maladie? Alors je dis non, j'ai pas été malade plus que ça, parce qu'ils me disent oui parfois certaines infections peuvent créer des sensations dans le corps, mais voilà, ok. Donc non, j'ai pas eu ça. Et donc je leur pose la question, mais du coup, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Vous êtes trop stressé, je pense. Vous êtes, voilà, les réponses que j'ai, c'est vous êtes stressé, vous êtes anxieuse. Du coup, voilà, c'est des choses qui arrivent. Détendez-vous, ça va passer.
C'est fou quand même le parallèle entre les mêmes symptômes que tu évoques, et là c'est la panique, on t'hospitalise, on t'envoie tout de suite une ambulance. C'est ça. Et quand un diagnostic est évincé, le plus évident avec les symptômes que tu présentais, tout d'un coup on passe de en fait c'est rien. Exactement. Rentrez chez vous, prenez une douche, allez vous coucher quoi. Tout à fait. C'est exactement ça, et c'est exactement comme ça que je l'ai vécu, puisque la veille j'étais limite un cas d'école. Puisqu'il n'y a pas beaucoup... En tout cas, tu les préoccupais énormément, voilà. Et tout d'un coup, les mêmes douleurs que tu rapportes ne sont plus rien. Ouais, voilà. C'est insignifiant. C'est insignifiant. C'était pas un Guillain-Barré, donc c'est pas c'est pas ça. Donc tranquillisez-vous. Ils m'ont dit, je me souviens, on peut vous garder encore cette nuit si vous voulez. Il devait pas avoir beaucoup de peut-être de patients, je ne sais pas, mais pour vous tranquilliser, si vous voulez, on vous garde et puis vous repartez le lendemain. Donc comme j'étais vraiment pas bien et j'étais vraiment très inquiète en me disant non, j'ai quelque chose, c'est pas possible. Je dis d'accord, je préfère passer la nuit à l'hôpital et puis voilà. Sauf que le lendemain arrive et on me refait quand même, on me revérifie les réflexes. Et on me dit voilà. Et je discute avec, alors je me souviens plus, hein, je revois son visage, mais je sais plus s'il était infirmier ou médecin, je sais plus du tout. Et je discute avec lui en lui disant mais qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que vous pouvez m'indiquer, me dire, parce que là en gros je vais repartir chez moi, mais je ne sais pas ce que j'ai. Et t'avais toujours autant de fourmillements ? Toujours pareil, c'était présent, ça s'arrêtait pas, ça ne disparaissait pas. Et il me dit que il était très gentil, mais il me dit que pour lui effectivement c'est peut-être un coup de stress, quelque chose. Je lui dis oui, mais enfin quand ça s'est déclenché, j'ai regardé la télé, j'étais bien, j'avais pas pourquoi est-ce que ça s'est déclenché d'un coup comme ça. Oui, puis si en plus tu viens rapporter que le stress et l'anxiété c'est quelque chose que tu as depuis des années, t'aurais pu avoir d'autres somatisations à cause du stress et de l'anxiété auparavant. Tout à fait. Ce qui n'était pas le cas. Non, j'avais jamais eu ça. Effectivement, d'autres choses que le stress peut déclencher, mais jamais ces sensations-là dans le corps. Donc c'était le samedi. Je repars chez moi. À ce moment-là, du coup, c'était ma fille avait et je pensais à elle justement. Ouais, elle était avec son papa, du coup, parce que nous sommes séparés. Elle était avec son papa qui l'avait gardée. Elle avait 2 ans et demi. Je la récupère pas tout de suite, le week-end. Je rentre chez moi le samedi et je suis toute seule avec ma fille et j'ai donc elle est avec son papa, et pour pas que je sois toute seule, j'ai des amis qui viennent le samedi après-midi, ils se sont occupés de faire un peu de ménage, ils m'ont fait des courses, enfin ils ont vraiment pris soin de moi parce qu'en fait j'étais tellement tétanisée, terrorisée de ce qui se passait, que j'étais vraiment figée en fait. Je suis arrivée chez moi, je me suis mise dans le canapé, les amis sont venus, ils m'ont dit on s'occupe de tout, t'inquiète pas, mais moi j'étais prostrée en fait, vraiment. Je comprends pas, j'ai toujours ça dans le corps et on me dit que c'est rien, on me renvoie chez moi et je sais pas. Je pars de l'hôpital avec un arrêt maladie de ça doit être 1 ou 2 semaines. Et là je passe la semaine la plus horrible de toute ma vie parce que je récupère ma fille le dimanche. Et je suis tellement mal et tellement... Je dois tout faire pour pas qu'elle se rende compte qu'il se passe quelque chose, que je vais pas bien. Je l'emmène elle était à l'époque encore chez sa nounou. Je m'occupe d'elle, mais j'ai toujours ces sensations. Les douleurs sont hyper intenses, j'ai les brûlures qui arrivent, j'ai les décharges électriques. Et donc j'ai un arrêt d'1 semaine, je crois, mais je décide de retourner voir mon médecin traitant parce que je veux lui expliquer ce qui s'est passé, l'hospitalisation, et que c'est pas le magnésium, parce que moi je l'avais pas revu depuis cette histoire de magnésium, parce que ça a été très rapide. Donc je prends rendez-vous avec elle, je sais plus exactement à quel moment, mais je retourne voir ma généraliste et je lui explique ce qui s'est passé, je lui dis. Et je m'effondre forcément dans le cabinet. Donc là, c'est là qu'elle commence aussi à me parler de stress. Elle aussi ? Oui, là, elle commence à me dire, mais là, vous êtes pas bien. Donc elle me prescrit des antidépresseurs que je prends, mais qui sont tellement forts que j'ai la tête... les symptômes de ces antidépresseurs-là, j'ai la tête dans un étau, j'ai mal à la tête. Enfin, ça va pas du tout. Ils sont vraiment trop forts. Donc je la rappelle, je lui dis ça va pas, donc elle me change l'antidépresseur, là-dessus il y a pas de souci. Mais j'arrête pas de lui demander à votre avis j'ai quoi. Et comme il faisait chaud, je lui disais mais c'est peut-être que c'est à cause de la chaleur.
J'essayais en fait de trouver des explications en me disant peut-être que c'est à cause de la chaleur, je sais pas, c'est un problème de circulation sanguine, alors que non, si c'est fourmillement, c'est les nerfs. Mais enfin, voilà, à ce moment-là, on essaye de trouver des choses. Mais ça, c'était, c'est-à-dire que c'était un peu après la période où vraiment, pendant 15 jours, je suis chez moi en arrêt maladie, et c'est la pire chose à faire dans cette pathologie-là, c'est de rester sans bouger, de rester chez soi toute seule quand la crise se déclenche, parce qu'en fait, plus on reste focalisé sur les symptômes, plus il s'amplifie, plus c'est décuplé. Je me pose la question, pour les antidépresseurs, elle te les donnait uniquement parce qu'elle pensait que justement tu n'allais pas bien et que tu étais en dépression, ou aussi pour les éventuelles douleurs neuropathiques, parce que il y a des traitements, moi je sais qu'à un moment donné, on m'en a donné parce que ça peut faire diminuer des douleurs neuropathiques, comme le Laroxyl notamment, voilà. Et donc je me pose la question, est-ce que c'est venu soulager quand même certaines de tes douleurs ? Alors, à ce moment-là, parce que il y a effectivement des antidépresseurs, ça je vais l'apprendre après dans les traitements qu'on va me proposer, mais l'antidépresseur qu'elle me propose n'est pas adapté à ça. Non, parce que elle, quand c'est vrai qu'ils ne le font pas tous. Non, c'est une gamme, on va dire, d'antidépresseurs et d'antiépileptiques. Mais là, quand elle me propose, elle sait pas ce que j'ai, donc c'est juste vraiment pour. Elle se dit ça va pas quoi. Ça va pas. Je lui dis de toute façon moi-même ça va pas, je peux pas retourner travailler. J'étais vraiment dans un état tellement d'angoisse qu'elle me dit je vous prescris. Donc elle me l'a changé puisque le premier était beaucoup trop dosé, trop fort que je n'avais pas supporté, et elle m'en donne un qui est plus léger et que je supporte. Mais par contre, je ne vois absolument pas de changement dans les symptômes physiques. Pas d'amélioration. Non, pas du tout. Je me sens un peu mieux parce que je retourne travailler en me disant de toute façon, c'est impossible pour moi de rester chez moi, c'est pas possible. Je peux pas, je retourne travailler. Toujours sans savoir ce que j'ai. Et là, j'ai des symptômes qui s'amplifient. J'ai les décharges électriques, j'ai les brûlures, les sensations d'étourdissement, de vertige. Mais je reste concentrée en me disant je sais pas ce que j'ai, mais c'est pas grave, ma vie faut qu'elle continue, j'ai ma petite fille, j'ai mon travail, je peux pas je continue. Sauf que arrive le 14 juillet, ça je me rappelle, donc le 14 juillet, donc voilà, forcément jour férié, je ne travaille pas et je suis avec donc c'est moi qui ai ma fille. Et la nuit a été tellement parce qu'à la base c'est pas des symptômes qui réveillent la nuit. Après j'en parlerai après. Mais là je suis tellement mal qu'en fait je me réveille dans la nuit et là j'ai tout qui repart, les fourmillements, etc. Je suis vraiment mal. Et j'ai ma petite qui vient le matin. J'ai pas dormi de la nuit et là elle vient dans le lit avec moi et là je me dis mais en fait je suis folle. Je me dis à ce moment-là je suis folle parce que ce que je ressens, je dois être folle, c'est pas possible, ça existe pas en fait. Donc à ce moment-là, je me dis oui, j'ai un problème psychiatrique. En fait, t'as peur. J'ai peur. Tu te dis on me dit que j'ai rien et j'ai des sensations intolérables et insupportables. C'est ça. Et là je me dis forcément j'ai quelque chose au niveau du cerveau qui s'est déclenché, je ressens des choses qui n'existent pas, j'ai un problème psychiatrique. Et je vois ma fille et je me dis je vais finir à HP quoi. Je vais plus être capable de m'occuper d'elle. J'étais dans le lit, j'étais incapable de bouger. Alors que j'avais pas du tout de problème moteur, mais c'était vraiment le fait d'être tétanisée, d'avoir très peur et de me dire je suis en train vraiment de virer folle et j'ai pas le choix, il va falloir que je me fasse hospitaliser ou je sais pas. Mais à ce moment-là, j'ai des pensées terribles qui arrivent parce que ce qui se passe c'est tellement terrifiant que il y a pas de mots et on s'imagine tout et n'importe quoi. Et là, j'appelle du coup mon ex-conjoint à la rescousse en lui disant viens parce que je suis pas capable de m'occuper d'elle, ça va pas, il faut que tu viennes, il faut que tu la prennes parce que de toute façon elle va finir par voir qu'il y a un problème et que ça va pas. Donc voilà, bref, ce jour-là est vraiment très marquant pour moi parce que c'est vraiment à ce moment-là je me suis dit je suis folle et ça fait du coup ça fait à peu près un mois que j'ai les symptômes parce que c'était mi-juin, on est le 14 juillet, ça fait à peu près un mois que j'ai les symptômes qui sont toujours pareils, qui s'amplifient. Des fois, j'arrive à me dire, allez, ça va bien se passer, ça va aller, ça va... Et puis, des fois, je pars vraiment en crise de panique. Et donc, je sais toujours pas ce que j'ai. Voilà, les mois passent. Pas trop longtemps, j'ai quand même cette chance-là que je retourne voir mon médecin traitant et quand même, elle se dit, ce qui vous arrive quand même, c'est bizarre. Est-ce qu'elle te connaissait depuis combien de temps, ce médecin ? Oh, ça faisait un moment qu'elle me suivait. Donc c'était pas dans tes habitudes d'arriver dans cet état-là psychique Non, pas
Bah, depuis, oui. Mais avant, non. Donc, c'est pas comme si t'étais une habituée d'arriver dans un état comme ça, complètement... J'ai jamais d'arrêt maladie. Voilà. Quand j'ai un rhume ou enfin, je vais pas chez le médecin. Je suis quelqu'un de très anxieux, mais pas avant que cette pathologie se déclenche. J'avais pas cette peur de la maladie que j'ai maintenant, malheureusement. Mais je l'avais pas avant. Donc effectivement, quand je vais la voir, là effectivement, je pleure, je suis pas bien et je lui dis j'ai quand même quelque chose. Il faut quand même qu'on essaye de trouver parce que je dois la revoir en août. Donc c'est quand même assez rapide. Je retourne la voir en août quand elle revient de congé et je lui dis bah ça va pas mieux, c'est toujours pareil, etc. Et elle me dit, elle part toujours sur cette histoire de chaleur. Il fait chaud, peut-être c'est un problème de circulation sanguine. Elle revient sur ça. Je lui dis oui, d'accord. Et et elle me dit bah je connais quelqu'un, un médecin spécialisé dans tout ça au CHU, au service de médecine interne. Et là déjà en fait rien que d'entendre ça, j'entrevois quand même, je me dis une perspective de prise en charge. Je me dis elle me laisse pas tomber. Donc c'est pour ça que je sais que j'ai de la chance parce que l'errance médicale ça va durer jusqu'en décembre, hein, ça aura duré 6 mois en tout, mais c'est rien en fait. 6 mois c'est alors effectivement quand on croit qu'on devient fou ça peut être long. Si ça reste très long quand même. Il y a toujours des errances plus longues, voilà. Mais avec l'intensité de ce que tu décris, 6 mois c'est déjà colossal. C'est terrible en fait parce que voilà c'est vraiment ça. Je me dis pendant toute cette période-là, ces jours, ces semaines, je continue à me dire que je suis en train de devenir folle. Il y a des jours où je me bats, il y a des jours où je me laisse complètement aller. Hein, je vais être très claire. Je me suis mise à boire beaucoup. Voilà, ça a été une période. Et comme je prenais des antidépresseurs, je paniquais en me disant mais pourquoi tu fais ça? Parce que du coup tu bois alors qu'en fait t'as un traitement. Et en fait tout ça, en fait au niveau psychologique, amplifiait encore plus les symptômes au niveau du corps. Elle me dit bon je vais essayer je vais appeler, c'est quelqu'un qu'elle connaissait en fait, et elle me dit je vais essayer de faire en sorte que vous ayez un rendez-vous rapidement. Donc je me souviens plus mais c'est quelqu'un qui était spécialisé dans les thromboses et tout ce qui est problème de circulation. Donc peut-être. Alors peut-être angiologue, je sais pas. Ah peut-être, je sais plus. Ouais. Mais en tout cas en médecine interne, et je lui dis médecine interne c'est quoi parce que je connais pas à ce moment-là. Voilà. Elle me dit c'est un service où on recherche en fait les maladies rares ou diagnostics compliqués, et du coup comme là moi je sais pas ce que vous avez. Je vais vous envoyer voir cette dame-là que je connais, et puis comme ça on va voir si elle a une idée de ce qui peut être en train de vous arriver. Du coup le rendez-vous je l'ai effectivement grâce à elle assez rapidement parce que j'y vais au mois de septembre, et je rencontre donc cette dame qui me fait tout un tas d'examens, au niveau on va dire au moment de la consultation elle me pose plein de questions, elle m'ausculte. Et puis elle me dit, moi je pense à 2 choses. Mais elle me dit, rien à voir avec ma spécialité. Donc là encore une fois j'ai de la chance, puisque j'ai quelqu'un qui me dit, c'est pas du tout en rapport avec ma spécialité, mais certains médecins auraient pu dire, je sais pas, ou c'est pas moi, donc je sais pas, voilà. Elle me dit, je pense à 2 choses, mais qui sont liées plutôt à des problèmes neurologiques. Elle me dit, je pense au syndrome de Gougerot-Sjögren ou la neuropathie des petites fibres nerveuses. Elle me le dit. Donc c'est une femme qui effectivement connaît des choses qui ne sont pas dans sa spécialité, et elle me dit, je pense à ces 2 choses-là, mais je ne suis pas spécialiste et je veux que vous voyiez mon collègue qui est aussi en médecine interne, spécialiste plutôt au niveau neurologique en fait. Ok, très bien. Et donc je repars avec ça, mais du coup j'ai quand même franchement cette chance, c'est aussi pour le dire, c'est important, c'est qu'il n'y a pas que des médecins qui s'intéressent pas, qui laissent tomber parce qu'ils ne savent pas. Il y a beaucoup, il y a quand même des gens dans le milieu qui sont... Mais bien sûr, après c'est sûr que, par exemple dans le podcast, le regard il est biaisé puisqu'on je reçois uniquement des personnes qui ont vécu une errance médicale plus ou moins longue. Oui. Mais j'espère, et j'ai pas des statistiques, mais que c'est plutôt l'inverse. Ouais. Que c'est plutôt la majorité des médecins qui sont bienveillants, qui sont là pour leurs patients. C'est un engagement incroyable comme métier. Et
comme pour tous les métiers, quelques-uns qui sont là, qui n'ont plus la foi ou qui qui manquent parfois de bienveillance, qui l'ont pas en eux, qui l'ont pas apprise. Mais je pense qu'effectivement, nous on a un prisme qui est biaisé forcément. Mais heureusement, je pense que c'est vraiment pas la majorité des médecins. Non, tout à fait. Et du coup, j'ai un rendez-vous donc avec. Alors, j'ai pas un rendez-vous avec le médecin. J'ai tout de suite l'hospitalisation pour faire les examens pour vérifier justement si c'est ou un Gougerot-Sjögren ou une neuropathie des petites fibres. Donc tout de suite, j'ai une hospitalisation de une journée. Alors j'avoue que là, je n'ai plus la date. Je sais plus exactement. Mais je crois que c'est très rapidement derrière parce que je crois que c'est fin septembre, il me semble. Donc c'est pareil, c'est assez rapide. Et donc je suis hospitalisée pour faire les prélèvements qui vont bien. Donc pour le Gougerot-Sjögren, on vérifie parce qu'il y a un problème au niveau des larmes au niveau des yeux et il y a un problème au niveau salivaire quand il y a un Gougerot-Sjögren. Les sécheresses, voilà, des muqueuses, exactement. Donc on me prélève une glande salivaire. C'est une biopsie des glandes salivaires, je pense. Voilà, il y a Maëlys qui vient parler de ce syndrome-là dans l'épisode 11, si je ne me trompe pas. D'accord, c'est ça. Je l'ai pas encore écouté celui-là. Mais ils en parlaient très bien de ce syndrome. Donc c'est pour ça que Tu le dis très bien d'ailleurs. Gougerot-Sjögren, voilà. Parce que c'est vrai que j'ai un temps, je me suis dit peut-être que c'est que j'ai ça. Je souffre de ça. Voilà. Et donc du coup ils me font la biopsie, ils m'enlèvent la glande salivaire. Et puis, ils me font en même temps la biopsie cutanée, parce que la neuropathie des petites fibres, elle se vérifie par biopsie cutanée. Concrètement, c'est quoi? On t'enlève un petit bout de peau? Voilà. Donc, on m'a enlevé un petit bout de peau au niveau de la cheville gauche et un petit bout de peau au niveau de la cuisse gauche. En fait, ils analysent... c'est pour voir, fait. Oui. Ils analysent les deux prélèvements de peau. Et c'est là qu'ils voient en fait s'il y a un souci de transmission en fait s'il en manque, on en a moins en fait au niveau quand on a un problème de neuropathie des petites fibres, on a moins de fibres et du coup ils vérifient en fait alors j'avoue que le résultat je l'ai mais c'est tellement compliqué parce que il y a plein de chiffres, il y a plein de choses, j'ai toujours ce papier là à la maison. Mais je pourrais pas le décrire parce que c'est des termes qui sont très complexes. Voilà, donc on me fait donc ces prélèvements là et on me dit les résultats c'est dans 3-4 mois. 3-4 mois. Ouais. Au final, je les ai plus rapidement que ce qu'ils avaient annoncé. Mais je crois quand même parce que il me semble que c'est moi qui rappelle en disant je crois que c'est moi qui rappelle pour prendre le rendez-vous quand même, en me disant c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles, je sais plus exactement, mais bon en gros je rappelle et là je rencontre ce médecin spécialisé en neurophysiologie et qui m'annonce les résultats en fait. Je l'ai vu quand il est venu faire les prélèvements. Enfin, c'est pas lui qui a fait les prélèvements, mais il est venu me voir à ce moment-là. Quelqu'un de très gentil, très doux, qui parle tout doucement, qui explique bien, qui explique que si c'est une neuropathie des petites fibres nerveuses, alors après on l'interprète comme on veut, mais ce n'est pas grave. C'est dans le sens où c'est pas une maladie qui va dégénérer, dans laquelle je vais être paralysée, où je peux mourir. Enfin voilà, il m'explique ce qu'est cette maladie-là, parce qu'il me dit, moi je pense plus à ça qu'au Gougerot-Sjögren. Au moment où ils me font les prélèvements quand je suis hospitalisée 2 jours. Il m'explique, voilà, mais sans trop aller trop loin, puisque voilà. Donc je suis quand même assez rassurée quand je fais les examens, parce que je me dis au moins si c'est ça, parce que il m'explique, et ce qu'il m'explique c'est exactement ce que je ressens. Donc je me dis ça colle. Le Gougerot-Sjögren, comme j'ai a priori pas de problème maladie auto-immune ou quoi que ce soit, je sais pas pourquoi ils ont pensé à ça, parce que quand je me souviens du témoignage de Maëlys, elle parle pas du tout de décharge électrique, de picotement, de fourmillement. Parce que cette maladie-là peut engendrer la neuropathie, mais pas systématiquement. D'accord. Comme le diabète. Voilà. En fait, c'est ce qu'il m'explique. Il me dit, on fait les deux parce que
Ils ont eu donc sûrement de nombreux cas de personnes souffrant de Gougerot-Sjögren qui déclenchent une neuropathie des petites fibres, comme des gens qui ont le diabète qui déclenchent une neuropathie des petites fibres. C'est pour ça qu'ils vérifient les deux. D'accord. À ce moment-là. Donc c'est vrai que là j'ai pas trop parlé de ce que je ressentais en termes de symptômes, mais ils sont terribles. J'ai des crises d'angoisse, des crises de panique. Même si j'ai les examens avant de savoir ce que j'ai quand même tout est toujours présent et du coup j'ai des gros fourmillements dans le haut du dos à gauche, ça je me souviens bien, mais vraiment comme si j'avais tout le haut du dos qui fourmillait non-stop, donc ça touche pas que les extrémités du corps en fait, ça peut vraiment être partout. Il y a des personnes qui l'ont au niveau du crâne, au niveau du visage. Ah oui, parce que j'ai oublié aussi ce que je suis en train de le ressentir là, parce que c'est la langue une sensation de fourmillement au niveau de la langue. D'accord. Ouais, une sensation assez étrange alors c'est très léger, ça fait pas mal, mais le bout de la langue un peu qui crépite. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai eu quand la crise s'est déclenchée, et puis ça vient de temps en temps. Et là en fait, en parlant, je sens, forcément comme je parle des symptômes, sinon je le sens plus maintenant, mais je sens ce bout de langue qui, voilà, donc ça fait partie des choses qu'on peut ressentir en fait quand on a cette pathologie-là. Donc je retrouve donc mon médecin, enfin ce spécialiste-là, au mois de décembre, pour qu'il puisse m'annoncer les résultats de la biopsie cutanée notamment. Et là, il me dit, c'est bien une neuropathie des petites fibres nerveuses. Ok. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu le soulagement, effectivement, parce que je me dis, waouh, ok, ça fait 6 mois que je sais pas ce que j'ai dans mon corps, mais là, au moins, je sais que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui existe, je suis pas folle, en fait. C'est ça, surtout, je pense, qui m'a vraiment soulagée. Au début, j'ai pas pensé à me dire comment je vais faire avec ça. Je me suis surtout dit tout de suite, je ne suis pas folle. C'est pas dans ma tête, c'est pas comme on a pu me dire, parce que voilà, pour l'instant, j'ai des personnes qui m'ont dit ça, que voilà, le stress, voilà, que c'était dans ma tête, que ça allait passer, etc. J'ai quelque chose. Donc c'est un peu le soulagement. Mais là, il me dit, et c'est vrai que je me souviendrai toujours de le voir avec sa petite tête un peu désolée, de me dire, par contre, vous allez vivre avec toute votre vie, et il n'y a pas de traitement. Ça se guérit pas, ça se soigne pas. Il va falloir vivre avec. Ok. Donc là, déjà, on discute et je lui dis ok, c'est pas grave, je vais le faire, je vais y arriver, ça va aller, pas de problème. Tout de suite, je prends un peu je me mets un peu en mode guerrière et en me disant mode combat, ok, j'ai ça. Et il me dit, alors voilà, c'est là qu'il m'expose. Il me dit qu'il n'y a pas de traitement pour guérir, pour soigner cette maladie, mais qu'il y a des traitements qui existent pour essayer de soulager les douleurs neuropathiques. Et de diminuer peut-être leur intensité. Il me dit, donc en termes de traitement, on a donc certains antidépresseurs ou certains antiépileptiques. Il me dit, c'est pas une obligation. Je le regarde, je lui dis, j'ai bien envie de pas les prendre. Pour commencer vraiment ce premier rendez-vous, je lui dis, je veux pas prendre ces traitements-là parce que j'ai quand même les 6 mois d'antidépresseurs là que j'ai toujours, quand je vais le voir, je les ai toujours, ça fait pas encore 6 mois parce que je les ai arrêtés un peu après. Quand je vais le voir, j'ai toujours quand même les antidépresseurs. Mais il me dit oui, mais à ce moment-là, il faut que si vous décidez de faire un sevrage. Voilà, il faut prendre un autre type de traitement. Mais en fait, il insiste pas parce qu'il voit bien qu'à ce moment-là, je suis pas du tout dans l'optique de prendre un traitement. Je suis un peu trop en mode guerrière, en mode warrior, c'est bon, je vais y arriver, je vais gérer. Maintenant que je sais ce que c'est, que je suis plus folle, je vais gérer C'est exactement ce que j'allais dire. Et j'allais te faire le même parallèle que ce que j'ai fait au tout début avec les médecins. Oui. C'est que t'as exactement les mêmes symptômes que 10 minutes plus tôt. Oui. Mais tout d'un coup, le simple fait de savoir que tu as quelque chose, que c'est reconnu, que tu as une reconnaissance, tout d'un coup, tu envisages les choses complètement différemment. C'est ça. Tout à fait. Et c'est vraiment ce que je ressens dans mon propre parcours, mais avec toutes les histoires que j'entends, c'est combien le diagnostic vient tout changer. Mais c'est incroyable.
tout niveau en fait. Clairement. Et donc moi j'ai hâte d'avoir la suite de ton parcours, mais quand même je trouve ça magnifique de voir que bah oui en fait je sais ce que j'ai, je suis reconnue. Effectivement, tu ne te sens plus devenir folle comme tu as pu le dire, et donc tu envisages et tu vois les choses d'une autre manière. Ouais, complètement. Je me dis bah s'il faut que je vive avec toute ma vie, ok, ben je vais y arriver, je vais le faire. C'est à ce moment-là parce qu'en plus il me dit franchement, si vous réussissez à rester comme ça, super, quoi. Ok. Et puis il me dit, par contre, donc il m'explique aussi que cette maladie-là, les sensations, les symptômes sont aggravés par le stress. Voilà. C'est là où, voilà, effectivement, il y a bien un facteur aggravant. C'est-à-dire que physiologiquement, on a un problème de petites fibres qui sont physiologiquement, qui sont pas comme tout le monde, on va dire. Mais plus on va stresser, plus on va envoyer, voilà, des messages au cerveau, voilà, plus le cerveau, lui, il va faire, voilà, je sais plus trop dans quel sens ça se passe, mais en tout cas, plus on va réussir à gérer nos stress, notre anxiété, notre angoisse, plus on va réussir à faire diminuer les sensations. Et ça, c'est vrai. Et il m'explique ça à ce moment-là, et il me dit, vu que vous ne voulez pas prendre de traitement, je vous conseille quand même et là il me parle de sophrologie, de yoga, de relaxation, de méditation, etc. Chose que je ne connais pas du tout à ce moment-là. J'ai fait un petit peu de yoga comme tout le monde à la fac, enfin ce genre de choses, mais je suis pas du tout, je suis pas adepte à ce moment-là. Et du coup, il me dit quand même, je vous donne quand même du Laroxyl, parce que à ce moment, donc il me dit, je vous donne quand même du Laroxyl, parce que si vous vous sentez pas bien, essayez quand même. Alors je sais plus le nombre de gouttes qu'il me donne. C'est assez léger, hein. Peut être assez progressif, mais au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien d'augmenter, et on passe après dans des doses pour les vertus antidépressives, et c'est plus la même indication. Donc c'est ça. Donc je dis ok. Comme je voulais pas les gros traitements lourds, voilà, je dis bon, je vais quand même parce qu'à ce moment-là, dans mon esprit, le Laroxyl c'est moins intense, on va dire, moins lourd, moins fort, mais à ce moment-là, dans mon esprit, parce que je connais pas du tout, et comme il me parle de petites gouttes que je peux gérer. Oui, bah moi avec 3 gouttes, je dormais 12 heures. Hein, alors voilà, après donc, j'ai très vite arrêté aussi, parce que c'est une catastrophe. Mais je dis ok, je prends le Laroxyl. Je pense que franchement, j'ai dû faire 3 jours. Parce que je me souviens, parce que c'est quelqu'un que je pouvais appeler. Il m'avait donné son numéro et son mail et son numéro, et franchement, c'est toujours pareil. Je l'appelle parce que je teste effectivement Laroxyl, et là c'est une catastrophe, ça amplifie. En fait, comme je pense que j'ai peur de prendre le traitement, ça amplifie mes symptômes, c'est terrible. Je suis trop mal, j'ai de nouveau la tête dans un étau, enfin voilà, catastrophe. Donc j'ai vraiment le Laroxyl, j'ai dû le prendre franchement, je sais pas, 3 ou 5 jours, un truc comme ça. Et j'ai dit non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Bon, du coup, voilà, je ressors de ce premier rendez-vous et là, on parle effectivement de la partie génétique, parce que je lui dis, la première chose aussi à laquelle je pense, c'est à ma fille, en me disant, est-ce que c'est héréditaire? Il me dit, il m'explique aussi que c'est une maladie qui n'est pas encore très connue à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de recul. Et il me dit, on n'a pas de notion d'hérédité pour l'instant. C'est pas parce que il me dit, vous, de toute façon, dans votre famille, personne ne l'a. Alors non, personne n'a cette maladie-là, mais du côté de mon père, il y a quand même beaucoup de troubles neurologiques. J'ai un oncle qui fait des crises d'épilepsie, et quasiment tous les frères et sœurs de mon père ont le syndrome des jambes sans repos. Donc il y a quand même un terrain un peu fragile quand même à ce niveau-là, mais en tout cas cette maladie-là, personne ne l'a. Et il me dit que voilà, a priori, peut-être que depuis il y a des choses qui ont changé, mais normalement c'est pas spécialement héréditaire. Ok, donc voilà, donc je repars de ce premier rendez-vous avec lui où j'ai le diagnostic. Un peu en mode, voilà, ouais, guerrière, warrior, mais ça n'a pas duré très longtemps à ce moment-là, parce que les symptômes sont tellement terribles que je repars vite quand même en crise d'angoisse. En fait, il y a la petite lune de miel quand on a enfin le diagnostic, et puis après, quand on n'a pas de traitement qui soulage, malheureusement, les symptômes reprennent le dessus. Exactement. Et on se rend compte de ce que ça implique de vivre au quotidien avec potentiellement ces douleurs-là, ces sensations-là. C'est ça. Et là, ça peut atteindre le moral. Voilà. Donc, effectivement, je fais énormément de crises d'angoisse.
Je constate aussi à ce moment-là que je perds mes cheveux, mais ça n'a pas de rapport là pour le coup avec la neuropathie des petites fibres, mais c'est tout mon état de stress depuis qui du coup comme voilà, quand on a des moments de stress comme ça où on a une fragilité, on perd ses cheveux, ça rajoute au stress. Oui, c'est le cercle infernal. Alors c'est un peu cercle vicieux, donc j'ai en fait énormément de choses qui me stressent et à ce moment-là, je n'arrive pas à gérer. Je crois que je suis forte, mais je n'arrive pas du tout à gérer les symptômes. Je n'arrive pas. Je contacte une sophrologue, effectivement, pour faire une thérapie par la sophrologie. Cette femme-là m'a énormément aidée parce que il y avait une partie, les séances duraient 1 heure, il y avait 30 minutes de discussion et 30 minutes d'exercice liés vraiment à la sophrologie. Et en fait, ça m'a fait un bien fou, cette femme-là. J'ai fait une thérapie pendant 1 an avec cette femme-là et ça a été vraiment... ça m'a énormément soulagée parce que je crois qu'elle se rappellera encore le nombre de fois où je suis arrivée en pleurant dans son cabinet parce que ça n'allait pas du tout. Et du coup, voilà, petit à petit, j'ai essayé de trouver des solutions pour apaiser les symptômes. Toujours sans prendre de traitement. Mais j'avais quand même des crises et les crises, j'avais du mal à les gérer. Le médecin qui me suit pour cette maladie-là m'a quand même prescrit un anxiolytique. Est-ce que juste, il y a des moments où tu n'as aucun fourmillement, aucun symptôme? Non, jamais. Ça n'arrive plus jamais? Non. Donc t'as toujours un fond. Et j'ai toujours un fond. Voilà. T'as des poussées, ok. Voilà. En fait, il y a toujours un fond au niveau des pieds et des mains. Et puis ces sensations, parfois de vertige, une fatigue, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais une fatigue extrême. Mais ça, c'est un peu comme dans toutes les maladies chroniques, parce que tous les symptômes sont usants, fatigants. Mais une fatigue, voilà. Et aussi, oui, un symptôme, en parlant, j'en retrouve, un symptôme qui ressemble à un état grippal. Des courbatures? Non. Mais cette sensation de faiblesse dans les bras, de plus de force, y a pas forcément les sensations de courbature, mais vraiment cette sensation d'un début de maladie. C'est comme ça que je le décris. Donc je le décris un peu comme un symptôme état grippal. Donc au début, plein de fois, je prenais ma température, mais non, il y a pas de voilà. Et en fait, ça va durer quelques heures, une journée, et le lendemain plus rien. C'est aussi à ce moment-là le corps qui envoie des mauvais messages, en fait. C'est un peu comme ça que je décris la neuropathie, c'est que toutes les petites fibres envoient plein de mauvais messages dans le corps, en fait. Enfin, au cerveau, pardon. Et du coup, j'ai appris à parler aussi à mon corps. Je parle à mon cerveau et je parle à mes petites fibres et ça marche. Parce que quand j'ai mon coup de poignard au tibia, quand je lui parle, ça s'arrête. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est le hasard? Tu donnes peut-être la bonne information à ton cerveau? Je sais pas. Je sais pas. T'envoies en tout cas comme toi, tu sais ce que t'as et tu viens lui dire en fait c'est bon, j'ai compris, c'est rien. C'est ça. Eh bien tu viens envoyer en tout cas une information de ça va. C'est ça. Et donc ton cerveau peut-être qu'il redescend en fait et il dit ok j'envoie pas l'alarme ou je. Exactement. J'ai plus de. En fait on va dire que la dernière crise vraiment qui a été très intense, ça va faire 3 ans. Ma dernière grosse crise où je suis retournée voir... parce qu'en fait, pendant 1 an, ce médecin m'a suivie. Je me souviens qu'il me disait, quand je vous vois, je vous rentre avec le sourire. Mais il me dit, c'est rare quand les gens rentrent dans mon cabinet avec le sourire. Et vous, quand vous rentrez, vous avez le sourire. Donc, je vous demande pas si ça va. Et il me disait... Donc, voilà, on discutait. Mais c'est vrai que j'avais tous ces symptômes-là, mais malgré les crises d'angoisse, en fait, j'arrivais toujours dans le cabinet. Je pense que c'était une manière pour moi de dire je vais bien, ça va. Et quand j'allais le voir, je disais ça va. Et puis il y a eu une crise où vraiment c'était trop violent. La crise, elle a duré 2 mois en fait, où ça me brûlait de partout. Et là, je suis retournée le voir et j'étais vraiment à 2 doigts de lui demander les traitements plus forts. Parce que c'était terrible. J'avais réussi un peu à maintenir, on va dire, un flot au niveau un seuil de tolérance. Un seuil de tolérance, voilà, merci, où j'arrivais à être bien. Et là, en fait, ce qui a déclenché ça, c'est une angine bactérienne. Alors, je suis effectivement, il le sait aussi maintenant, dès que je déclenche une maladie un peu costaud, j'ai le corps qui part en vrille totale. Le Covid, j'ai fait le Covid une fois, mais je suis pas partie en grosse crise, mais en tout cas le corps il a réagi.
Et donc cette fois-là, c'est je fais une angine très forte qui a du mal à se guérir même avec les antibiotiques. Et en fait là ça part, le corps il part terrible fourmillement, puissance 8000, les brûlures partout, la nuit, tout le temps. Et j'ai beau avoir déjà à ce moment-là mes techniques pour aller mieux, je commence au niveau psychologique à repartir un peu dans le mal. J'ai peur. En fait je recommence à avoir peur à ce moment-là. Vraiment j'ai peur. Mais je tiens, je fais mes exercices de régulation, je fais mon yoga, je tiens, et il y a un moment où en fait je panique et je l'appelle. Et il me dit venez me voir. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Parce que de Rouen, il était parti sur Le Havre, mais il continuait à me suivre. En fait, il m'avait dit, est-ce que vous voulez changer de médecin, prendre mon remplaçant sur Rouen? Ou j'ai dit non, je vous garde. Rouen, Le Havre, c'est juste à côté. Donc. Et puis en fait, la personne qui nous a diagnostiqué, on lui est assez fidèle quand même. C'est ça. Et moi, je viens à Paris justement pour le voir. Je fais. C'est ça. Et donc du coup, cette fois-là, je me souviens, je vais le voir. Et quand j'arrive, là, ça faisait déjà quelques jours. Alors. Peut-être parce que je savais que j'allais le voir, je sais pas, ça faisait déjà quelques jours que je me disais, j'ai l'impression que ça descend un petit peu, les symptômes, ça va. Et donc quand j'arrive dans le cabinet, pareil, il m'ausculte, on fait plein de choses, je m'effondre complètement et je lui dis là, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être il faut que je prenne quelque chose. Et il voit bien quand même, il me connaît et il me dit, mais vous me dites que depuis quelques jours ça va mieux. Je dis oui, j'ai l'impression, il me dit, on attend. Parce qu'il me dit de toute façon ce que je vais vous donner c'est même pas sûr que ça marche, parce que malheureusement pour la neuropathie des petites fibres comme peut-être d'autres maladies neurologiques, ces traitements là en fait il y en a pour qui ça peut marcher et encore pour d'autres ça marche pas du tout, il y a des effets secondaires terribles comme beaucoup de médicaments. Et en fait j'admire sa franchise, c'est qu'il me dit la douleur vous savez on sait pas faire. Voilà, il me dit c'est de la cuisine. On teste, on fait des petites recettes, on teste des choses, on voit ce qui marche, sur telle personne ça peut marcher, sur d'autres ça marche pas, et il me dit on est un peu démunis parce que on ne sait pas vraiment traiter la douleur neuropathique, on ne sait pas, donc parce que en fait antidépresseurs, antiépileptiques, c'est pas des traitements pour traiter la douleur en fait au final, mais ça envoie des messages au cerveau qui font que ça fait redescendre les sensations. Voilà. Enfin, en tout cas, cette dernière crise, elle date donc maintenant, ça va bientôt faire 3 ans. Depuis, je ne l'ai pas revu ce médecin, donc je suis toujours en contact avec lui si j'ai des questions à lui poser pour certaines choses, mais je ne l'ai pas revu parce que en fait, je n'ai plus de grosses crises qui durent. Et quand j'ai un début de petits symptômes de brûlure, par exemple, ça ne dure plus. Alors, est-ce que ça a un lien avec l'entrée dans ta vie du yoga? Oui, clairement. Pour moi, oui, ça m'a vraiment... La pratique régulière du yoga, je le dis, j'ai pas peur de le dire, m'a sauvé la vie, vraiment. Vraiment, parce que... donc je pratique très régulièrement. C'est quoi très régulièrement? Plusieurs fois par semaine. Alors, pas forcément des grandes séances, mais un petit peu... Alors pas tous les jours parce que j'ai pas forcément le temps, mais tous les 2-3 jours, je fais une séance de 15-20 minutes. Et puis je fais aussi beaucoup d'exercices de régulation du système nerveux. Ça passe par de la respiration, la cohérence cardiaque, ce genre de choses. Voilà, la cohérence cardiaque. Il y a plein de petits exercices comme le tapping par exemple, où on tape juste au niveau des clavicules. Ça marche très bien aussi. Il y a plein de petits exercices à faire facilement au quotidien. En plus vraiment de la pratique posturale du yoga. Et sincèrement, depuis que j'ai commencé à pratiquer régulièrement, et donc ça fait 3 ans, j'avais commencé avant ma dernière crise, j'avais commencé à pratiquer puisque j'ai commencé dès qu'il m'a conseillé de le faire. Mais en toute honnêteté, je faisais une fois de temps en temps. Une fois, j'allais prendre un cours quelque part et puis je me disais tiens, là je vais faire une séance vidéo YouTube, enfin voilà, mais j'en faisais un petit peu, mais en fait j'étais pas capable de suivre quelque chose de manière assidue parce que les symptômes me prenaient encore beaucoup trop d'énergie, prenaient beaucoup trop de place dans ma tête et j'avais pas du tout... Je continuais le sport parce que je vais dans une salle de sport pour faire un petit peu de renforcement musculaire et tout ça. Je continuais à faire ça, mais j'avais pas encore... j'étais trop prise par les symptômes pour pouvoir vraiment faire du yoga de manière régulièrement. J'avais pas l'espace, c'était pas fait pour ça. Dans mon corps, j'avais pas la place, quoi.
Et du coup, quand j'ai commencé à pratiquer régulièrement, en fait, je me suis inscrite à un programme, tout simplement, 15 minutes de yoga par jour. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris plein de choses, que j'ai mis du yoga dans ma vie, que j'ai commencé. Et j'ai vraiment senti une différence, parce que moi, c'est vraiment des douleurs neuropathiques, c'est pas des douleurs... Alors oui, au niveau musculaire et articulaire, ça marche bien, mais au niveau de l'apaisement, les douleurs neuropathiques, c'est vraiment apaisé par si on arrive à apaiser son système nerveux, bah forcément le ressenti est différent. Et puis, ça forge un mental plus fort. Franchement, où j'ai appris à prendre beaucoup de recul sur mes symptômes, justement. Parce qu'ils sont là tout le temps, ils sont là, mais en fait, finalement, je les sens plus. Enfin, c'est-à-dire que je vis en harmonie avec eux. Ils sont là, je les sens, mais c'est ok. En fait, je suis plus en train de lutter. Tu t'as accepté. J'ai accepté. Je suis plus en train de lutter. Je sais que toute ma vie, je vais avoir ces fourmillements, ces picotements, ces douleurs, mais j'ai beaucoup moins de crises. Enfin là, j'ai plus du tout de crise, sur la partie brûlure. Sur la partie décharge électrique, j'en ai plus du tout. J'ai encore cette sensation d'eau qui coule, comme je dis, ces petits fourmillements, mais c'est pour moi c'est devenu c'est devenu normal en fait, c'est mon corps normalement. Je transpire beaucoup moins. Il y a plein de choses qui se sont améliorées, qui se sont régulées en fait. Régulées, voilà, parce que quand on arrive, et pourtant je suis vraiment et je suis quand même moins anxieuse que ce que j'étais avant, c'est-à-dire que quand si j'ai un nouveau symptôme, je dirais, qui apparaît, mais ça fait quand même longtemps que c'est pas, je ne le prends plus en panique en fait. Ça part plus en crise de panique, crise d'angoisse. Si je vois des cheveux sur mon pull, comme c'est pas grave. Enfin, je veux dire, j'ai réussi à le côté crise d'angoisse aussi par rapport, par exemple, aux cheveux. Voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Et d'ailleurs, je ne les perds plus de toute façon. Donc voilà, parce que tout ça c'est lié. Et j'ai réussi vraiment. Alors je sais pas, peut-être qu'en vieillissant il y a des choses qui vont peut-être repartir à la hausse, c'est possible, mais en tout cas j'ai réussi à trouver comment réguler mon système nerveux pour pouvoir apaiser le ressenti. Les symptômes sont là, mais le ressenti est beaucoup moins fort et apaisé. Donc voilà. C'est génial. Et sans thérapeutique avec des effets secondaires. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a que du bénéfice. Il y a que effectivement, j'ai toujours l'anxiolytique qui est, on va dire, un petit peu dans une petite boîte quelque part à la maison. En cas d'urgence. En cas d'urgence, parce qu'il m'a dit vraiment, si à un moment donné il y a une grosse douleur qui apparaît et que ça vous crée de l'angoisse, faut le prendre. Faut pas laisser s'installer. C'est plus difficile après de déloger une douleur ou de la faire diminuer. Voilà, c'est ça. Une fois que les douleurs sont présentes depuis très longtemps, on est vraiment dans un cercle où le corps il est enfermé dans cette douleur et pour en sortir c'est très compliqué. C'est pour ça que le corps a une mémoire et il se remet en alerte tout de suite. Exactement. Donc je dis pas que j'ai jamais de douleur, je dis pas bien. Les symptômes sont là, mais c'est moi qui les vis différemment. J'arrive vraiment, et je pense que si j'ai plus de grosses crises non plus depuis presque 3 ans, c'est aussi parce que j'ai réussi, je pense, à faire un travail sur l'acceptation de la maladie, sur toi. C'est ça, Donc c'est passé uniquement grâce au yoga? Oui, dans le sens où j'ai réussi à avoir aussi un mental qui est plus fort. Oui, c'est ça. Donc oui, sincèrement, c'est ce qui m'a aidé. Ça t'a apporté physiquement, mais aussi psychiquement. Voilà, parce qu'il y a eu des répercussions sur le physique. Exactement, parce que la dernière grosse crise où j'avais les brûlures, je me souviens que je rentrais je m'enfermais dans mon esprit en méditation. Alors pour certains, ça peut être quelque chose qui est inconcevable. Mais en fait, je me disais, j'essayais de prendre du recul, de la hauteur, en fait, de sortir de mon corps, en fait, un peu, en disant, ok, là, ça brûle, ok, mais par contre, j'ai pas de flamme, enfin, je suis pas, c'est pas quelqu'un qui est en train de me brûler, c'est pas, donc, j'essayais de travailler comme ça, et je pense que ça a marché, et c'est comme ça que je me dis, je prends du recul, en fait, je focalise pas sur la douleur, je prends du recul, vraiment, en me disant, ok, là, ça me fait mal, ça fait très mal, parce que quand vous avez le corps qui brûle, il y a pas de mots pour expliquer ce qu'on ressent, mais ok, ça brûle, mais en fait, c'est pas vraiment en train de brûler. Donc j'arrivais comme ça, en rentrant un peu alors parce que c'est pas je fais pas de la vraie méditation, c'est de la méditation de pleine conscience, en fait. C'est vraiment, prendre conscience de ce qui est, mais en essayant de se dire que c'est ok, en fait. C'est que le corps, il est comme ça, c'est ok, mais il faut avancer, en fait.
c'est très difficile à faire, hein. Franchement, ça prend du temps, prend énormément de temps, c'est très difficile. Mais une fois qu'on a trouvé ce qui nous apaise, parce que moi, ce qui peut m'apaiser moi, ça peut aussi ne pas apaiser quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, en fait, c'est d'essayer de vraiment trouver en fait ce qui nous correspond. Exactement, trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous correspond, et puis bouger surtout. Et c'est pour ça que le yoga, enfin, c'est bouger c'est une façon de bouger, mais qui est douce, qui peut s'adapter justement quand on a des douleurs, quand on a un corps qui est très raide et très douloureux. Bah, c'est une façon de bouger qui est douce, mais qui permet de bouger quand même. Donc on en parlait un petit peu avant. Tu as fait une formation pour apprendre du yoga thérapeutique. C'est ça. Et à côté de ton activité professionnelle principale, tu développes un petit peu ça aussi sur... moi, je t'ai découvert sur le compte Instagram, mais de donner des cours de yoga pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, des pathologies chroniques, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, quand j'ai commencé à aller mieux, grâce au yoga, je suis dans des groupes pour la neuropathie des petites fibres. J'ai aussi des personnes qui ont des douleurs autour de moi. Et en fait, je me suis rendu compte que je commençais à avoir envie de partager un peu mon expérience en disant le yoga, ça marche. Sur moi, ça fonctionne. Alors, c'est pas parfait, c'est pas de la magie, c'est pas tout ça, mais moi, je ressens vraiment que je me sens beaucoup mieux depuis que je pratique le yoga régulièrement. Et du coup, je me suis rendu compte que quand quelqu'un me parlait d'une douleur ou de quelque chose, je lui disais, essaye le yoga, fais... Et j'avais envie de partager et de me dire, voilà. Et du coup, je me suis dit, comment je peux faire pour essayer d'aider les gens avec le yoga? Parce qu'au départ, j'avais pas du tout l'intention de devenir professeur de yoga, pas du tout, parce que j'ai mon métier effectivement à côté. Et en fait, en cherchant un petit peu, je suis tombée sur une formation spécialisée donc en yoga thérapie. Donc vraiment un yoga adapté aux personnes qui ont des douleurs, qui ont des maladies graves, des cancers. Voilà, c'est vraiment une pratique adaptée avec l'utilisation de beaucoup de supports justement pour pouvoir soutenir la posture s'il y a besoin. Et je me suis dit, j'ai eu un peu la révélation en me disant, c'est super. Si j'ai un diplôme, enfin il n'y a pas de diplôme en yoga, mais une certification. Je vais pouvoir officiellement essayer de partager un peu mon expérience. Donc effectivement, j'ai fait une formation certifiante en yoga thérapie pour pouvoir donc enseigner cette forme de yoga qui est vraiment elle est très adaptée parce que c'est très doux. C'est un yoga dans lequel on prend le temps de s'installer dans les postures, on prend le temps de ressentir énormément ce qui se passe dans le corps pour justement voir ce qui fait du bien à telle personne et pas à d'autres, telle posture. Au niveau musculaire, articulaire et puis apaisement du système nerveux. C'est pas du tout un yoga dynamique. Alors ça peut être, il y a du renforcement musculaire, mais c'est pas un yoga où on est dans vraiment le truc dynamique avec des mouvements hyper enchaînés. Voilà, c'est vraiment quelque chose quand on est dans le mouvement. C'est un mouvement qui est plutôt lent, profond, et vraiment ce que je souhaite les élèves avec qui je travaille, c'est vraiment leur apprendre à ressentir ce qui se passe dans leur corps et voir ce qui leur fait du bien. Pour les autonomiser. En fait, c'est pas un yoga de performance. On n'est pas là pour performer. Pas du tout. C'est pas du tout le yoga comme on peut voir. Alors, il y a plein de types de yoga différents, mais c'est pas du tout le yoga pour dire je vais faire telle posture, je vais arriver. Alors effectivement, on va travailler la souplesse, on va travailler le renforcement musculaire, mais le but de ce que j'essaye d'enseigner, c'est vraiment pour apporter un bien-être et que la personne arrive à comprendre ce qui se passe dans son corps, à ressentir, pour trouver la solution, pour trouver la posture, l'étirement qui va faire du bien. Par exemple, je pense à une de mes élèves qui souffre de fibromyalgie et qui a une scoliose avec double courbure très vraiment sévère, qui a énormément de difficultés. On a commencé à travailler ensemble depuis le mois d'août. On est donc là en janvier. Elle arrive à faire ses petites séances toute seule à la maison. Elle sent vraiment une différence sur son quotidien. Que quand elle pratique pas, parce que c'est pareil, il faut pratiquer régulièrement parce que sinon les effets ils restent pas. Hein. Mais quand il y a des moments où elle peut pas pratiquer ou elle est trop fatiguée pour pratiquer, elle sent qu'il y a un manque quand même quelque part. Et c'est un peu ma fierté parce que voilà, je suis vraiment très heureuse de pouvoir l'aider. Que voilà, l'enseignement que je lui apporte, c'est vraiment ça et voilà, arriver à vraiment ressentir ce qui se passe dans le corps pour avancer, pour aller mieux et puis bouger aussi surtout parce que malheureusement quand on a des douleurs chroniques souvent on a tendance à avoir du mal à bouger parce qu'on a peur d'avoir plus mal, selon les personnes ça arrive, voilà, et du coup on a plutôt tendance à rester dans l'immobilité. Et c'est le cercle vicieux à nouveau. Voilà, c'est ça. Donc voilà ce que j'essaye de... Tu peux être fière. Ah, c'est gentil, merci. si, tu peux, et c'est très chouette. Donc je suis, voilà, je débute, j'ai mon travail à côté, donc j'ai pas tout mon temps à 100% à consacrer
au yoga, mais j'essaye, je suis en train de construire un programme que les gens pourront, les personnes qui ont envie pourront faire d'elles-mêmes à la maison. Voilà, j'essaye de trouver des petites solutions pour essayer d'aider les gens un peu comme je peux, et puis et pour rendre les choses accessibles, même s'ils sont pas juste à côté de chez toi. Voilà, c'est ça. Donc du distanciel, tout. C'est. Est-ce que, avant qu'on termine, il y a quelque chose que tu voudrais dire aux personnes qui pourraient suspecter d'avoir la même pathologie que toi ou qui viendraient d'être diagnostiquées? La douleur neuropathique, je pense que c'est celle qui est peut-être la plus facilement apaisable. C'est peut-être que mon avis, mais comme on arrive à réguler au niveau du système nerveux, parce que tout ce qui est douleur inflammatoire, c'est un petit peu plus difficile. La douleur neuropathique, c'est vraiment une question de ressenti. Et je pense que si on arrive vraiment à apaiser le système nerveux, on peut vraiment réussir à apaiser les douleurs. Encore une fois, je parle que des douleurs, je parle pas les maladies type sclérose en plaques, etc. Je parle vraiment la neuropathie des petites fibres. On n'est pas dans l'atteinte des grosses fibres, on n'est pas dans les atteintes moteurs, etc. Je pense que quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, il faut vraiment pas qu'elle ait peur de ce qu'elle ressent, et qu'il y a des choses qui existent vraiment pour apaiser ça. Et après, s'il y a des personnes qui sont pas diagnostiquées, et c'est vraiment une maladie qui est pour moi qui est peu connue, parce que en toute honnêteté, je suis allée voir aussi sur Instagram s'il y avait des comptes de personnes, et j'en ai quasiment pas trouvé. C'est une maladie qui est parfois confondue avec la fibromyalgie. Parfois. Il y a des douleurs neuropathiques dans la fibromyalgie aussi. Voilà, donc je sais que j'ai lu aussi des choses comme quoi la neuropathie des petites fibres pouvait être à l'origine de la fibromyalgie ou pouvait être confondue avec la fibromyalgie. Autant la fibromyalgie, malheureusement, c'est une maladie qui est quand même, que tout le monde quasiment a pu entendre ce mot-là. Neuropathie des petites fibres nerveuses. Moi qui suis quand même dans le paramédical, c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler. Non. Mais tu vois, quand tu dis ça, je me dis aussi que peut-être certaines personnes qui vont écouter, qui ont un diagnostic de fibromyalgie, vont se reconnaître dans plein de symptômes que tu as évoqués, qui ne rentraient peut-être pas dans la case fibromyalgie, et qui vont peut-être retourner consulter un médecin, un neurologue, un interniste spécialisé en neurologie, et qui peut-être vont revoir un autre diagnostic. Il y a beaucoup de diagnostics qui se croisent des fois, et malheureusement, des fois, le mauvais est posé. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a tellement de symptômes dans cette pathologie-là que ça peut être, un problème de transit, un problème urinaire. Moi, ça a commencé par les fourmillements dans les membres, mais peut-être que pour une autre personne, moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance que ça commence par les fourmillements. Parce que du coup, peut-être que ça a été plus facile à diagnostiquer. Peut-être que si j'avais été voir en médecine interne en me disant juste j'ai des problèmes urinaires ou juste des problèmes, peut-être que ça aurait été beaucoup plus long avant de se diagnostiquer, peut-être. Oui, c'était la brutalité et puis l'intensité qui disait que tu pouvais pas faire comme s'il se passait rien. C'est ça. C'est ça. Solliciter. Oui. Mais de toute façon, oui, le conseil c'est que quand on sent, on va dire, on a l'instinct qu'il y a quelque chose qui se passe, et que c'est pas normal, effectivement, quitte à changer de médecin, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai mon médecin qui me suit pour la neuropathie, et j'ai un autre médecin qui est à côté, pour plus les petites choses du courant, on va dire, et j'avais pas été forcément écoutée de la même manière. Donc c'est vrai que des fois, ne pas hésiter à aller voir un autre médecin, insister. Et puis parce que quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas au fond, alors OK, il y a des problèmes psychologiques qui peuvent créer des choses dans le corps, mais quand on n'a jamais eu de problème, moi ça s'est déclenché, je vais avoir 42 ans, ça s'est déclenché, j'en avais 35. J'ai jamais eu de problème avant, j'ai rien. Donc c'est vraiment se dire si on sent vraiment instinctivement il y a quelque chose qui va pas, on n'est pas hypocondriaque, on n'est pas je sais pas quoi, c'est qu'il faut pas lâcher, et que si c'est quelque chose qui dure avec plein de symptômes différents, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Et même on le dit pas assez, mais même si c'est le psychologique qui enclenche des douleurs, c'est pas qu'on n'a pas mal. Oui. C'est juste qu'il y a une autre raison à venir régler. C'est la conséquence peut-être qui n'est pas une pathologie physiologique, mais pour autant ça veut pas dire qu'on souffre pas vraiment. C'est ça. Et c'est là que des fois il y a vraiment un problème de compréhension et d'attente de si finalement il y a rien de physiologique, c'est rien madame. Mais non, les douleurs elles sont vraiment là. C'est ça. Il y a quand même quelque chose à faire. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que
tous les médecins sont pas à l'écoute de cette façon-là et c'est pas toujours évident et je pense qu'il faut vraiment pas lâcher quand quand on a même si quelqu'un en face, effectivement changer de médecin, aller voir d'autres médecins, mais ne pas lâcher parce que on pourrait vite lâcher facilement en disant c'est comme ça, c'est dans ma tête. Donc voilà, encore heureux, je ne suis pas allée consulter en psychiatrie ou en psycho. Voilà, mais je pense que si ça avait duré, par contre, en toute honnêteté, je pense que je me serais orientée vers un problème psychiatrique. Ouais, vraiment, en me disant j'ai des fourmis dans tout le corps, je brûle. Ça fait. Et ça aurait pu être une décompensation. En vrai, ça aurait pu être une pas là toi ton exemple, mais il y a une décompensation psychiatrique avec des hallucinations. Tout à fait, parce que en plus quand j'ai eu le diagnostic, après j'ai parlé avec une collègue qui a plus de 60 ans. Qui me dit que elle me dit c'est marrant, c'est comme une amie à elle, mais sauf que elle a longtemps été prise pour folle puisque la maladie n'était pas du tout connue et au final elle a été des années et des années à croire qu'elle était folle sous antidépresseurs, etc. Et c'est vrai que il y a beaucoup de témoignages de cette maladie-là où au final on pense que les gens sont. Et dans tous les cas, même si c'est une décompensation psychiatrique, derrière c'est une vraie pathologie. C'est une vraie pathologie, il y a bien un problème physiologique et il y a une vraie souffrance et elle est là parce que il y a une vraie souffrance. Et c'est vrai que ce que j'essaye de transmettre par le yoga à mes élèves, c'est que la douleur elle est là, mais il faut pas qu'elle devienne souffrance. Ou si elle est souffrance, il faut qu'elle revienne à douleur, gêne, inconfort. J'essaye de. Alors ça prend du temps. Effectivement, moi j'ai mis du temps aussi et puis il faut mais il y a de l'espoir. Sur la neuropathie des petites fibres, il y a de l'espoir et mon médecin qui me suit en médecine interne m'a dit quand je vous vois, je sais qu'il y a de l'espoir. Il me l'a dit parce qu'il me dit j'en ai pas beaucoup qui ont cette maladie-là qui viennent me voir et comme je l'ai dit tout à l'heure qui ont le sourire quand mais vous prenez pas de traitement et vous continuez à vivre votre vie normalement avec des moments de moins bien, etc. Mais vous arrivez donc. Il m'a dit j'ai pas d'inquiétude pour vous et effectivement je pense vraiment qu'il y a de l'espoir si on arrive à gérer les symptômes correctement on peut vraiment continuer à vivre normalement, avoir une carrière, avoir une famille, faire plein de choses, plein de projets. Je pense qu'avec cette pathologie là elle est pas elle condamne pas. Elle est très difficile à vivre et c'est encore la façon dont on va la vivre qui va faire qu'on va aller ou pas. Mais c'est possible. Il y a vraiment il suffit de le vouloir. Et de faire ce qu'il faut. Parce que des fois on veut et c'est difficile, mais vouloir et faire ce qu'il faut pour y arriver et on peut y arriver. Je te propose qu'on reste sur cette note ça me va, très bien. Positive et remplie d'espoir et j'espère que ça aidera toutes les personnes qui nous écouteront et plus largement, même si c'est pas de cette pathologie-là dont les personnes souffrent, que ce soit inspirant pour elles et puis qu'elles se disent pourquoi pas essayer moi aussi des techniques de relaxation peu importe la technique mais qui nous correspond et qui viendrait mieux tolérer les douleurs. Tout à fait. Donc pas hésiter à me contacter même juste pour des questions sur la neuropathie ou pas hésiter à me contacter parce que je pense qu'il y a pas énormément de personnes qui ont cette pathologie là qui sont sur les réseaux et du coup si des questions toutes simples sur effectivement des petits symptômes qui pourraient peut-être faire penser à une neuropathie, pas hésiter s'il y a besoin de conseils ou ce genre de choses. Au contraire, j'ai vraiment envie d'aider donc si je peux le faire, c'est avec plaisir. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup pour ton témoignage et d'être venu. Merci à toi. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci encore Caroline pour ton témoignage. Je suis ressortie de notre rencontre remplie d'énergie. J'espère qu'il en sera de même pour tous ceux qui auront écouté ton histoire. Notre rencontre fut simple et évidente, un contact qui coule de source, et c'est aussi cela l'aventure du podcast pour moi. Faire de très belles rencontres et les poursuivre au-delà de ces temps suspendus dans le temps qu'est l'enregistrement de vos histoires de vie. Merci à vous tous qui venez vers moi pour témoigner. Merci pour vos partages et vos messages toujours si bienveillants et reconnaissants. C'est un beau cadeau que vous me faites à chaque fois. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.